Imagine une ville américaine qui a carrément interdit la télévision jusqu'en 1979, et qui, contre toute attente, a fini plus paisible que bien d'autres. C'est un peu l'idée derrière plusieurs petites villes aux États-Unis. Pendant que le pays filait vers le futur à toute vitesse, elles ont freiné net. Certaines ont fermé leurs volets, gardé leur rythme de vie d'un autre temps, volontairement ou parce qu'elles n'ont jamais vraiment eu l'occasion de changer. Et ce qui surprend, c'est que ces endroits ne sont pas des musées. On y trouve encore des bureaux de poste, des bowling, des parades qui n'ont pas bougé depuis l'époque où les Beatles jouaient encore dans des clubs. Dans un pays où tout se met à jour en permanence, ces villes continuent à vivre avec des jukebox, des poignées de main comme contrat, et des panneaux d'église qui servent encore d'actualité locale. Aujourd'hui, on va parcourir ensemble 10 villes américaines qui semblent coincées dans les années 60, et qui préfèrent rester comme ça. Pas de décor de cinéma, pas de façade vintage, pour touristes, juste des lieux où le temps a dit non merci. Dans certaines, le salon de coiffure pourrait diffuser les derniers potins en noir et blanc. Ailleurs, la seule forme de streaming coule derrière l'épicerie. Même vos AirPods auraient du mal à survivre là-bas, surtout dans les endroits où le téléphone fixe accroché au mur est encore considéré comme moderne. Et attendez de voir celles où on manœuvre encore un ferry, à la force des bras, comme au temps des pionniers. Bref, mal choisir votre destination pourrait vous coûter un peu d'argent, ou au minimum un petit choc temporel. Allez, installez-vous. Si vous rêvez secrètement d'avoir un laitier qui passe devant chez vous, c'est le moment idéal. Et si vous ne voulez pas que votre ville remplace sa bibliothèque par un bar à vape, pensez à vous abonner. On plonge directement dans le classement. 10 Mount Airy, Caroline du Nord. À Mount Airy, on ne se contente pas de parler des années 60, on y vit encore. La ville a inspiré The Andy Griffith Show, et elle ne joue même pas à faire semblant. On peut vraiment se faire couper les cheveux chez Floyd, manger chez Snappy Lunch et croiser une voiture de patrouille qui ressemble à celle de Mayberry. Le tout donne l'impression d'avoir mis 1962 sous plastique. Avec à peine 10 000 habitants, la ville attire pourtant plus de 300 000 visiteurs chaque année. Pas parce qu'elle essaie de recréer le passé, elle n'a jamais quitté le passé. L'un des grands débats récents, savoir s'il fallait retirer ou non une cabine téléphonique. Verdict, elle est restée. Côté chiffres, rien de dramatique. Maison autour de 175 000 $, criminalité basse, chômage stable autour de 4,5%. Le souci, c'est que l'économie avance doucement. Ici, le télétravail, c'est plutôt hurler à travers la rue pour demander à Earl s'il a la pièce qu'il vous faut. Comme l'a résumé un habitant, on vit dans un tableau de Norman Rockwell, mais sans internet rapide. L'ambiance est chaleureuse, la vie abordable, mais culturellement, il faut aimer les rediffusions. Certains restaurants ferment encore le dimanche, les mots de passe Wi-Fi sont écrits à la craie, et la radio semble bloquée sur Elvis depuis. Elvis. Imaginez sortir d'un dîner où vos œufs coûtent moins de 3 $, passer devant une quincaillerie qui sent le bois et l'huile, et traverser une rue où personne ne sait ce qu'est TikTok. Mount Airy est figé dans le temps et c'est un choix assumé. 9 Silverton, Colorado. Direction les Rocheuses, dans une ville où les trains à vapeur déposent encore les visiteurs en plein centre-ville. Silverton donne l'impression qu'un western et une série familiale ont fusionné, puis se sont perdus en altitude. À plus de 2800 mètres, tout semble figé, la montagne, l'air, et parfois même votre réseau téléphonique. La rue principale, c'est l'Amérique des années 50, bâtiments en briques, trottoirs décorés de drapeaux, et surtout aucune chaîne commerciale. Zéro. Ici, Starbucks et McDonald's n'existent que sur des cartes postales. Les commerces ressemblent à ce qu'ils étaient quand Kennedy était encore président. Côté cadre de vie, maison autour de 330 000 $, criminalité quasiment nulle, et seulement 650 habitants, plus une communauté qu'une ville. L'économie dépend du tourisme et de la neige. Littéralement, si le train ne passe pas à cause des précipitations, tout ralentit. Vivre ici, c'est accepter d'échanger la commodité contre le charme. Moins de services, plus de tranquillité. Mais attention à l'altitude, l'oxygène arrive en retard, votre voiture tousse dans les côtes, et monter 2 marches peut devenir un sport. Imaginez vous réveiller au bruit du train répercuté par les montagnes, entrer dans un dîner en bois où le café est servi comme un médicament, sentir l'air froid et le sapin. Personne n'est pressé, et vous non plus. Mais Silverton, aussi charmante soit-elle, n'est qu'un aperçu. La prochaine ville a carrément transformé son attachement aux années 60 en mode de vie permanent. 8 Havana, Illinois. Havana, sur les bords de l'Illinois River, ressemble à un décor resté intact depuis des décennies. Sa rue principale, ses enseignes lumineuses et son cinéma qui tourne encore en 35 mm donnent l'impression que le temps n'a jamais voulu aller plus loin que la présidence Johnson. Les habitants y vivent lentement par choix. Pêche au lever du soleil, café au même comptoir chaque matin, et fête de rue au programme inchangé depuis des générations. Mais sous cette ambiance rétro se cache une ville étonnamment raisonnable. Maison autour de 110 000 $. Loyer souvent sous les 700 $.
Criminalité légèrement inférieure à la moyenne. Coût de la vie 20% plus bas que la norme nationale. Les emplois ne sont pas glamour, mais ils tiennent la route. École, agriculture, services de santé. Parfait pour ceux qui fuient le rythme des grandes villes. Comme l'a dit un habitant, si vous aimez les infos lentes et le café brûlant, vous allez adorer. Évidemment, vivre ici implique des sacrifices. On échange les virées chez Target contre les discussions à la quincaillerie, les soirées animées contre un Porsche éclairé, et la vitesse contre une tranquillité presque thérapeutique. Le seul vrai ennemi, la météo. L'humidité vous tombe dessus comme un message surprise, et les moustiques ont l'air assez installés pour payer eux-mêmes leurs impôts. Imaginez une petite ville où tout le monde connaît votre liste de courses, où les vieux magasins d'antiquités sont plus nombreux que les feux de circulation. Havana, c'est exactement ça. Un bout de passé qui n'a jamais senti le besoin de se moderniser. Numéro 7, Bristol. À Bristol, dans le Rhode Island, on a parfois l'impression que l'année 1962 n'a jamais vraiment pris fin. Sauf qu'aujourd'hui, on y mange de meilleurs lobster rolls et qu'on y croise un peu plus de crème solaire. Imaginez une petite ville côtière peinte par Norman Rockwell, mais qui serait restée telle qu'elle, figée dans l'ambiance des vieilles cartes postales américaines. Voilà Bristol, un endroit où chaque jour ressemble à un rêve éveillé du 4 juillet. Des façades en briques, des dîners rétro, des Porsche décorés de vrais drapeaux, pas se livrer en 24 heures sur internet et une rue principale carrément peinte aux couleurs du pays. Littéralement, la route elle-même affiche des bandes rouges, blancs et bleus. Et ce n'est pas du marketing. Bristol accueille la plus ancienne célébration continue de l'indépendance des aux États-Unis, une tradition qui remonte à 1785. L'Amérique n'avait même pas encore fini de sécher l'encre de sa constitution que Bristol faisait déjà défiler des fanfares. Côté chiffres, on reste dans une petite ville d'environ 22 000 habitants, où personne n'a l'air de courir après le temps. Les maisons tournent autour de 465 000 $, comme si la nostalgie avait elle aussi un tarif. La criminalité violente y est moitié moins élevée que la moyenne nationale, et les vols sont rares. Le marché du travail repose surtout sur la santé, l'éducation, le tourisme, et bien sur la réparation de bateaux, difficile de faire plus logique pour une ville qui vit au rythme des vagues. Un habitant a résumé l'ambiance sur internet. C'est Pleasantville, mais avec des fruits de mer. Et ne comptez pas sur du fast-food, ici tout est lent exprès. En clair, on ne remonte pas seulement dans le temps, on s'y installe. Et même si l'atmosphère est douce, la vie ici reste celle de la côte nord-est, charmante, mais rarement abordable. Si vous êtes du genre à adorer les drapeaux, les antiquités et les rues qui ressemblent à des illustrations de Rockwell, vous allez fondre. Mais il y a un détail important. À Bristol, on ne passe pas. On s'intègre ou on part. Il faut aimer les chaussures bateau, les discussions sur la voile, et ne pas rire quand quelqu'un parle sérieusement de sa fanfare préférée. Et puisqu'on parle de tradition, la parade du 4 juillet n'est pas juste un événement parmi d'autres. C'est la parade. Au point que si la date tombe un dimanche, la ville la déplace. Oui, ils préfèrent éviter de faire concurrence aux services religieux. Essayez de convaincre votre municipalité de déplacer la collecte des ordures, pour voir. Bref, Bristol, c'est la version premium du vintage américain. Pas aussi bon marché qu'Havana, Illinois, où le loyer ne dépasse pas 700 $. Mais ici, le patriotisme vient avec des fanfares réglées comme des horloges. Et si vous pensez que Bristol vit dans le passé de façon polie, attendez de découvrir la ville suivante, où les années 60 sont revenues en force et ont clairement pris les commandes. Numéro 6, Bisbee. À Bisbee, en Arizona, les anciens mineurs, les anciens hippies et même les vieilles machines à écrire semblent avoir trouvé un lieu de retraite commun. Cette petite ville nichée dans les Mule Mountains était autrefois un grand centre d'extraction de cuivre. Quand les mines ont fermé dans les années 70, beaucoup d'endroits auraient sombré dans l'oubli. Mais Bisbee, elle, a attiré les artistes, les marginaux, les voyageurs, et tous ceux qui voulaient vivre comme si l'esprit des années 60 ne s'était jamais dissipé. Le résultat ? Une ville délicieusement contradictoire. Vous pouvez passer d'un médium qui lit l'avenir à une boutique d'antiquités, puis traverser la rue pour entrer dans un bar de bikers, juste à côté d'une librairie. Et oui, ils organisent des parades pour des thèmes improbables, des chaises, des champignons, tout est prétexte à défiler. La ville compte environ 5000 habitants, sans compter les fantômes, car même eux ont droit à leur visite guidée. Les maisons coûtent autour de 255 000 $, un compromis raisonnable entre l'isolement total et les villes côtières hors de prix. Louer un logement tourne autour de 800 $, à condition de tomber sur un propriétaire qui n'acceptera pas une peinture en guise d'acompte, car visiblement ça arrive. La criminalité est basse, si on ne prend pas en compte la façon dont certaines œuvres d'art semblent vous juger quand vous passez devant. Les emplois, eux, se trouvent dans l'art, le tourisme ou le travail à distance. Pas beaucoup de bureaux, pas beaucoup d'horaires stricts non plus. Bisbee est l'endroit idéal pour ceux qui sont fatigués de faire semblant d'aimer la modernité. Si vous possédez plus de bâtons d'encens que de cravates,
vous êtes probablement déjà au bon endroit. L'ambiance rappelle un film de Wes Anderson tourné dans une friperie. C'est beau, étrange et terriblement attachant. Niveau budget, c'est plus accessible qu'on pourrait l'imaginer, à condition de ne pas être trop exigeant sur les murs droits, la plomberie ou l'espace. Et question infrastructure moderne, disons que la ville préfère les hôtels hantés, les bars installés dans des cavernes, et la vendeuse de cristaux qui tient le même stand depuis que Nixon a quitté la Maison Blanche. Ce qui peut surprendre le plus, le stationnement. Ou plutôt, son absence. Les maisons sont perchées sur des pentes impossibles, les voitures semblent toujours à 2 décisions près de s'enfuir, et faire un créneau sur ces rues inclinées vous fait remettre toute votre existence en question. Quand votre café glisse de votre tableau de bord avant même que votre voiture ne soit arrêtée, vous savez que vous êtes à Bisbee. Imaginez, vous vous réveillez avec le bruit du vent, d'un coq lointain, ou peut-être d'un saxophoniste qui s'entraîne sur un toit. Le soleil traverse la vallée comme un projecteur. Vous entrez dans un dîner où l'on sert des pancakes végans et de la poésie de cow-boy. Quelqu'un vous complimente votre aura. Vous ne savez pas quoi répondre, mais vous dites merci quand même. Peut-on vivre dans un endroit où le slogan officieux serait « Le temps n'existe pas » ? Pour certains, c'est un rêve. Pour d'autres, c'est non négociable. Ils veulent du GPS et des trottoirs plats. Bristol a ses traditions. Bisbee Azek, un type qui fabrique des meubles avec des pneus et des opinions politiques. On ne peut pas comparer. Numéro 5, Saugatuck. Saugatuck, dans le Michigan, c'est ce qui arrive lorsqu'une petite ville balnéaire des années 60 vieillit sans perdre son âme. Elle garde le charme rétro, le design d'époque, mais adopte une cool attitude qui la rend presque intemporelle. Imaginez un duo improbable entre Norman Rockwell et Andy Warhol, travaillant ensemble pour dessiner une ville, puis allant y passer une retraite stylée avec des chapeaux en paille assortis. Voilà Saugatuck. Située le long de la côte ouest du Michigan, au bord du lac du même nom, la ville a l'air d'une boucle temporelle douce et colorée. Centre-ville pastel, café sous auvent, boutique d'antiquités où les vieux postes radio fonctionnent encore et diffusent du Motown. Et surtout, une curiosité. Un ferry à chaîne datant du 19e siècle qui traverse toujours la rivière à la main. Oui, un ferry opéré au rope power, façon Oregon Trail Cozy. Et ce n'est même pas pour faire vintage. Ils n'ont juste jamais modernisé le système. Côté vie quotidienne, Saugatuck compte à peine 925 habitants permanents. Ce n'est pas une erreur. Tout le monde se connaît. Les maisons dépassent les 550 000 $, parce que nostalgie plus lac égale prix qui grimpe. Les locations sont rares, saisonnières, et généralement pas données. La criminalité ? Ridicule. Le pire délit que vous pourriez signaler serait un goéland qui vous vole votre sandwich. Le travail se trouve surtout dans le tourisme, l'hôtellerie, l'art ou l'artisanat. Et si vous demandez gentiment, vous pouvez probablement être payé en miel ou en morceaux de bois flottés. Un habitant résumait l'endroit ainsi. Saugatuck, c'est comme si Bob Ross avait peint Provincetown en demandant à tout le monde d'être gentil et de respirer. Tout est calme, charmant et étrangement réfractaire au stress. Mais attention, vivre ici, c'est un mélange magique et coûteux. Vous risquez de trouver votre zen, mais aussi de perdre vos économies dans une boutique qui s'appelle très sérieusement Shirt à Pan. Si vous cherchez moins cher, il faudra vous éloigner du lac. Si vous voulez la vie mid-century face à l'eau, il faudra sortir le portefeuille. Ici, on n'achète pas seulement une maison, on achète une ambiance. L'été, le stationnement devient un sport extrême. La ville triple de taille, et trouver une place près d'Oval Beach, c'est comme espérer gagner un Oscar en tenant un latte et en sanglotant dans vos sandales. Les locaux marchent, roulent à vélo, ou développent un radar spécial qui détecte précisément quand Brenda quitte la boutique de Fudge. Imaginez, vous vous réveillez au bruit des vagues, vous traversez des rues bordées de maisons en bois, l'air sans la crème solaire, et votre barista vous appelle « chérie » sans une once d'ironie. Vous prenez le ferry à chaîne, vous flânez devant des œuvres d'art hors de prix, puis vous finissez dans un food truck qui vend 5 plats et où tout est délicieux. Pourrait-on vivre là où votre voisin organise des brunchs jazz dans son garage, et où votre barista a probablement un master en sculpture ? Certains diraient oui sans hésiter. D'autres préféreront un lotissement calme, simple, sans excentricité. La criminalité, à Saugatuck, se limite souvent à une mouette opportuniste. Alors qu'à quelques villes de là, on risque plutôt de se faire voler son pot catalytique. Et si vous pensez que Saugatuck est resté dans le passé de manière intentionnelle, attendez de découvrir l'endroit suivant. Une ville qui a littéralement été vendue, puis laissée telle qu'elle, comme si personne n'avait pensé à la mettre à jour depuis. Croyez-moi, vous allez vouloir voir ça. Numéro 4, Abilene. Abilene, Kansas, c'est ce genre de petite ville où tu peux faire réparer ton tracteur et ta notion du temps, sans que personne ne songe à moderniser quoi que ce soit. Ce n'est pas qu'ils cherchent à recréer les années 60, ils n'en sont tout simplement jamais sortis. Ici, Dwight D. Eisenhower n'est pas juste un ancien président,
C'est presque un membre de la famille. Si tu n'as jamais parcouru Eisenhower Drive en direction de la bibliothèque présidentielle tout en buvant un café d'un endroit qui porte encore son surnom, tu ne comprends pas à quel point il est partout. Le centre-ville ressemble à une carte postale figée. Vitrines rétro, petits restos en drive-in, livreurs de journaux à vélo et habitants qui tutoient le maire comme s'ils étaient en réunion de famille. La rue principale n'a pas ralenti avec le temps, elle a refusé d'avancer. Derrière ce décor très « Amérique d'autrefois », il y a une vraie communauté. Environ 6400 habitants, juste assez pour avoir un peu de tout, mais assez peu pour que les rumeurs aillent plus vite que la météo. La maison typique tourne autour de 160 000 $. Le coût de la vie est 26% sous la moyenne nationale. Et la criminalité? Disons qu'ici, un oubli de poignée de main, ça compte comme une infraction. Le marché du travail est modeste mais stable. Agriculture, éducation, un peu de santé, et une dose de tourisme grâce à l'aura éternelle d'Eisenhower. Vivre ici, c'est respirer. Pas d'embouteillage, pas de course permanente, et un voisin peut très bien vous réparer une clôture juste parce qu'il avait un après-midi libre. Mais évidemment, tout a un prix. Peu de choix professionnels, des soirées très calmes, et une supérette qui fait la taille d'un salon avec un coin commérage inclus. Et puis, la météo. Kansas, c'est plus une roue de la fortune qu'un climat. Un matin il fait 26 degrés. La semaine suivante tu grattes la glace sur ton pare-brise en jurant que le vent essaie de t'arracher ton âme. Imagine sortir sur ton perron, la porte moustiquaire grince, le voisin passe avec son chien, comme il le fait depuis les années Eisenhower, et l'air sent la pelouse fraîche et la friture d'un dîner. Tu te sens en sécurité, comme si le monde extérieur pouvait s'effondrer sans que rien ne bouge ici. Bisbee avait ses artistes. Bristol, ses drapeaux coloniaux. Abilene, elle a Eisenhower, droit, sérieux, sans fantaisie. Une ville entière qui semble avoir été construite pour rester immuable. Et pourtant, comparé à l'endroit suivant, Abilene paraît presque moderne. Numéro 3, Woodstock. Bienvenue à Woodstock, la ville où les années 60 n'ont jamais pris fin. Elles ont juste ouvert une boutique de souvenirs. Si tu te demandes pourquoi Woodstock figure ici, promène-toi simplement dans les rues. Fanions tibétains, librairie au nom mystique, vendeuse d'huiles essentielles installées dans d'anciens garages. Ce lieu ne se contente pas d'évoquer les années hippies, il les exploite en franchise. Petit rappel, le célèbre festival de 1969 n'a pas eu lieu ici, mais à Bethel, 2 heures plus loin. Ça n'a pas empêché Woodstock de devenir la capitale mondiale du vintage spirituel et du Peace et Love Premium. Sous les couleurs psychédéliques, les chiffres sont bien réels. Environ 6000 habitants, une valeur immobilière médiane autour de 550 000 $, et un coût de la vie 35% au-dessus de la moyenne, parce que l'éveil spirituel n'est clairement pas soldé. La criminalité reste faible. Le travail tourne autour du tourisme, de l'art et de petites activités d'entrepreneurs zen. Bougies artisanales, ateliers de reiki, boulangerie sans gluten. Un internaute a résumé. C'est comme si Portland avait fusionné avec une retraite de yoga et qu'on avait oublié de lui apprendre le capitalisme. Woodstock, c'est Disneyland hippie, mais avec du Wi-Fi. Et il faut parler de cette obsession des festivals. Ici, chaque week-end a son thème. Yoga au clair de lune, jam session solaire, drum circle silencieux. À ce stade, tu ne sais plus si tu te détends ou si tu viens d'intégrer une secte de saxophonistes pieds nus. Imagine-toi marcher sous les érables, des accords de guitare s'échappant d'un café, des panneaux sculptés à la main indiquant « vinyle vintage »,« empanada vegan » et « nettoyage d'aura ». Tu ne sais plus si tu es dans un rêve, en 1967 ou dans un épisode de télé-réalité. Un inconnu t'offre une limonade à la lavande, et ton portefeuille disparaît mystérieusement dès ta première gorgée. Woodstock, c'est un mode de vie, une marque, un souvenir soigneusement entretenu. Mais si tu penses avoir atteint le sommet de l'étrangeté, attends de voir ce qui arrive maintenant. Numéro 2, Waldrug. Waldrug, ce n'est pas une ville. C'est une hallucination marketing avec un code postal. Bienvenue à Wall, dans le Dakota du Sud, environ 750 habitants, et plus de panneaux publicitaires que de molécules d'air. Quiconque a déjà traversé l'État connaît ces messages. Eau gratuite, café à 500, beignets fait maison. À force, tu te demandes si ce n'est pas une secte. Et quand tu finis par t'arrêter, tu entres dans une carte postale géante. Façade façon western, panneau rétro, ambiance mi-route 66, mi-parc d'attractions. Waldrug, à la base, est juste un immense magasin. Mais en réalité, c'est lui qui fait tourner la ville. Maison médiane, environ 160 000 $. Coût de la vie, 12% en dessous de la moyenne. Emploi, tourisme, boutique, un peu de ranching. Et les loyers, entre 6 cents et 800 $. Si tu as la chance d'en trouver un, ce qui est rare. Vivre ici, c'est vivre dans un décor de western à l'année. Le café à 500 existe vraiment, mais il a le goût d'une tisane où quelqu'un aurait seulement murmuré « Folger » au-dessus de l'eau chaude. Tu trouves de tout,
bottes de cow-boy, faux animaux empaillés, chapelles, T-Rex robotisés. Personne ne sait pourquoi. C'est comme si un centre commercial des années 60 avait tenté, en pleine cuite, de construire une église casino-dîner dans un seul bâtiment. Sors dehors, l'air sans le cuir, les gaufres et l'euphorie touristique. Un type chevauche un faux cheval, un groupe joue du Johnny Cash, et tu commences sérieusement à penser que tu vis dans une simulation. Honnêtement, tu irais vivre dans un piège à touristes si le loyer était bas? Parce qu'ici, c'est possible. Et c'est sûrement le seul endroit où tu peux acheter des mocassins, voir un dinosaure, et trouver Jésus, avant le déjeuner. En été, la population triple et tout le monde trouve ça normal. Et pourtant, la ville numéro 1 arrive à être encore plus décalée. Numéro 1, Mineral Point. À Mineral Point, le temps ne s'est pas arrêté. Il a juste pris congé, préparé une tarte, puis laissé la ville gérer seule. Bienvenue dans cette petite ville du Wisconsin où tout semble sortir d'un tableau de Norman Rockwell, mais avec un bonus fromage local. Main Street est le cœur du lieu, les habitants se saluent sans ironie, et si tu demandes où est le Starbucks, on risque de t'orienter vers un médecin. Fondée par des mineurs cornouaillais, la ville a atteint son apogée quelque part entre l'arrivée de la Ford Mustang et la dernière fois qu'on a dit « groovy » sérieusement. Et depuis, elle a décidé d'y rester. Les bâtiments en pierre sont d'origine, les boutiques sont indépendantes, et l'ambiance donne l'impression qu'un sortilège de préservation a été lancé dans les années 60 et n'a jamais expiré. Sauf que, contrairement à d'autres, Mineral Point l'a fait exprès. C'est l'une des premières villes du Wisconsin à avoir protégé son patrimoine historique de manière volontaire. Côté chiffres. Maison médiane, environ 240 000 $. Coût de la vie, 14% sous la moyenne. Chômage, 2,8%. Criminalité, quasi inexistante. Qualité de vie, 9 dixièmes, sauf si tu es allergique aux poteries et aux vibes rétro. Sur Reddit, quelqu'un a résumé. C'est comme vivre dans un film Hallmark, sans neige artificielle ni drame de Noël. Les limites. Si tu as moins de 40 ans, tu risques d'être confondu avec un documentariste en visite. Il y a une station-service, 2 boutiques d'antiquités, et beaucoup trop de personnes nommées Barbe. La gentillesse ici peut même devenir déconcertante. Tu demandes ton chemin et tu finis invité à un pique-nique d'église ou recruté pour juger un concours de tarte à la rhubarbe. Tu veux une coupe de cheveux après 17 heures? Oublie. C'est l'heure du coucher. Alors, serais-tu prêt à troquer ton Wi-Fi contre une ville où tout se fait à pied? Mineral Point. C'est l'un de ces endroits où l'on peut acheter une poterie artisanale, manger un vrai corniche pasty, et recroiser son instituteur de CE2 qui enseigne toujours. Pas de T-Rex mécanique ici, mais un forgeron de 70 ans qui flirte avec la bibliothécaire. Même énergie. Imagine Pleasantville avec une moustache à la Bob Ross, et ce bébé deviendrait mère. Et si tu as déjà rêvé de disparaître dans une petite ville où ta seule obligation serait d'assister à une vente de tartes, alors tu sais quoi faire.